Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc, pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que la vidéo d'hier vous aura plu. Aujourd'hui on va refaire un petit point Bitcoin, voir qu'est-ce qui s'est passé sur la journée d'hier, en low time frame, comment le prix a réagi sur ces niveaux et j'ai quelques informations supplémentaires à vous communiquer, notamment, pré-FOMC, pré-pivot de la Fed. Et on va voir aussi quelques petits points actualité et notamment 2 petits articles que j'ai trouvés, un sur Cryptost et l'autre sur Cointelegraph, qui sont très intéressants à mon sens et on a vraiment une piste de réflexion à aller chercher à ce niveau-là. Donc alors, au niveau du Bitcoin, qu'est-ce que ça a donné, hier? Parce que hier, le Bitcoin nous a fait un petit mouvement bien sympathique là. On a eu des belles bougies haussières et il nous a imprimé un petit, plus 5 5,5 au maximum, dans la journée. Puis après, elle a corrigé. Pour le moment, on voit que voilà, il a laissé une imbalance haussière derrière lui. Donc juste là, là, on a une bougie d'imbalance. Là, on voit qu'elle s'est fait retester dans la nuit d'hier soir. Ça a bien rebondi, donc ça a bien tenu. Mais là, on voit que c'est en train de la retester. Donc voilà, à voir est-ce que ça va tenir ou pas. Si ça tient pas, il y a de fortes chances qu'on corrige un peu plus bas et chercher au moins jusqu'aux 57 000, entre les 57 000 et les 55 000. Sachant que cet après-midi et surtout ce soir, avec le FOMC, comme je vous ai dit hier, il faut s'attendre à des grands mouvements de volatilité. Souvent, ce qui se passe, c'est que le prix va dans un sens avant le FOMC pour finalement aller dans l'autre, en fait, pour essayer de piéger le maximum de personnes. Donc là, si le prix continue à corriger comme on le voit actuellement, donc si on le voit qui continue à corriger et il peut aller très bas, hein. Franchement, là, la volatilité qui est attendue, je pense que ça va être assez énorme. Ça peut aller comme ça jusqu'à, disons, ce soir, 17-18 h, 19 h heure de France. Puis avec l'annonce de Jérôme Powell, après ça peut repartir très vite pour aller chercher de nouveaux sommets. Ou alors, au contraire, là, ça peut baisser jusqu'à 15 h 30, jusqu'un peu plus bas, peut-être aller chercher des niveaux, ces niveaux d'imbalance, ou aller même corriger plus bas, aller chercher un peu de liquidité plus bas. On va regarder la map de liquidité juste après. Ça peut aller plus bas jusqu'à 15 h 30, puis à 15 h 30 avec le marché US qui ouvre, on peut regagner peut-être un petit peu de flux haussier pour remonter, pour au final après se recasser la gueule pour le FOMC. Voilà, tout est possible. Encore une fois, je pense que la meilleure stratégie à adopter pour le moment, c'est de se hedger, se couvrir du risque, couvrez vos positions, parce que ça peut aller très vite et ça peut faire très mal. Euh, je vous donnerai un petit peu plus d'informations avec l'article que j'ai trouvé sur Cointelegraph, qui, qui va vous donner un axe de réflexion vraiment intéressant, je pense. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire particulière par rapport à Bitcoin, hein. On est toujours dans ce range interminable. Hier, on a quand même cassé la borne médiane la borne médiane de ce range. Fake out, on est repassé directement en dessous, on est repassé au-dessus et là on est en train de repasser en dessous. Donc bon, on voit que c'est une zone de résistance, hein. Ça rebondit ici, 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 ici ça rebondit. Voilà, c'est une zone, c'est un c'est une zone support résistance très important. Donc voilà, rien d'étonnant. Bon, dommage qu'on s'en soit pas servi comme support. Pour le moment, c'est une résistance, donc pour le moment, le biais pour moi, il est baissier. Voilà. Concernant donc, voilà, je voulais vous emmener sur ce petit site internet, ça s'appelle Velodata, juste pour pouvoir regarder un petit peu les open interest et les funding du Bitcoin. Donc au niveau des open interest, pour le moment, ça reste dans un range. Donc tant qu'on casse pas fortement à la baisse ou fortement à la hausse, pour moi, il n'y a pas trop de raison que le Bitcoin parte dans un sens ou dans un autre au niveau de l'open interest. Par contre, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous partager, c'est Téléphone Direct. On voit que depuis à peu près le mi-août, on a durant plusieurs jours des funding rates qui, eux, commencent à être négatifs. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui se positionnent short payent des frais aux personnes qui se positionnent long. Ça veut aussi dire qu'il y a plus de shorters que de longers, que de personnes, donc plus de vendeurs que d'acheteurs, plus de gens qui parient à la baisse qu'à la hausse. Donc c'est très faible, mais généralement, c'est quand on commence à arriver dans ces zones-là, dans ces moments-là, que le marché peut se retourner à la hausse, j'entends. Donc wait and see. Quelque chose que je ne vous avais pas montré hier, mais que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le site internet Trueflation, qui permet donc de consulter l'inflation en temps réel aux États-Unis. Donc quand on regarde les derniers rapports sur l'inflation
Aux US, on voit que l'inflation, il me semble qu'elle est à 2,6%. Là, ce que nous dit Truflation, c'est qu'on a une inflation à 1,12%. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel delta? Parce qu'en fait, les informations qui sont publiées lors du CPI, c'est l'inflation qu'il y avait quelques mois avant. Il y a un petit délai, il y a un délai d'analyse, et les informations sont pas en temps réel. Là, par contre, sur Truflation, on a une inflation en temps réel. Et là, on peut voir que l'inflation, elle est largement en dessous de la target des 2%. Et c'est positif dans le sens où l'inflation a l'air d'être, a bien été combattue par la Fed, mais c'est aussi très inquiétant. Inquiétant pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de croissance. Ou en tout cas, la croissance est beaucoup plus difficile à aller chercher. Un an, et pour un État, en tout cas dans l'Occident tel qu'on le connaît, il n'y a rien de pire que de la désinflation, que de la déflation, pardon. C'est-à-dire avoir une inflation qui est négative. Là, on a une inflation qui est proche de zéro, on est proche d'une déflation, c'est une situation de marché qui est très inquiétante pour les marchés, qui est très inquiétante pour les opérateurs de marché, pardon, et pour l'économie en général. Donc, ça accentue encore plus le risque de récession. Donc, c'est pourquoi je vous invite vraiment à consulter ce site de temps en temps pour pouvoir constater par vous-même de la véritable inflation en temps réel aux États-Unis. Là, on peut voir que la courbe, elle est quand même vachement descendante, qu'il n'y a pas de stabilisation de l'inflation. L'idéal, ça aurait été que l'inflation stabilise au niveau des 2%, 1,80 à la limite. Là, le fait qu'elle se rapproche dangereusement et que enfin, je veux dire, la tendance est claire. Il n'y a pas de retournement ou de stabilisation visible pour le moment. Si la Fed commence à baisser ses taux, l'inflation devrait normalement regagner un petit peu du terrain, mais comme je vous ai dit, il y a toujours un délai. Les baisses de taux de la Fed, ça impacte l'inflation 3 mois, 6 mois plus tard. Donc là, on est à 1%. Si la Fed prend trop de temps à relever les taux, à baisser les taux, pardon, euh, où va s'arrêter l'inflation? Est-ce qu'on va rentrer en déflation? Et là, ça serait vraiment catastrophique pour les marchés. Voilà, donc ça, c'est l'enjeu. C'est ce que les marchés attendent comme information. Ils ont besoin d'être rassurés par Monsieur Powell. Donc là, il va falloir attendre son petit discours et les documents explicatifs de voilà quels sont les objectifs de la Fed, pourquoi est-ce qu'ils baissent les taux, est-ce que c'est parce que il y a un risque de récession, parce que là l'inflation elle baisse trop vite, voilà, comprendre pourquoi est-ce qu'ils baissent ces taux. Donc maintenant, on va passer à l'actualité. Donc l'actualité, j'ai relevé 2 petites actualités que je trouvais vachement sympas. La première, donc ça a été relayé par Khan Academy, qui nous informe que la troisième plus grande bourse d'Europe, donc Sixt, qui est une bourse située en Suisse, envisage de lancer un exchange crypto. Donc super pour l'adoption. Sixt, c'est un peu l'équivalent du Chicago Mercantile Exchange, du CME aux États-Unis. C'est une plateforme en fait d'échange traditionnel, d'actifs traditionnels, mais là ils veulent intégrer la crypto. Donc pour l'adoption, je trouve ça vraiment vraiment encourageant. Bon, en Suisse, hein, en Europe pas trop. Hein. Nous on est un peu en retard là-dessus, mais pour l'écosystème crypto c'est super. Ensuite on a une deuxième actualité, actualité qui a été relayée par CryptoCoco. Donc, en fait, on a BlackRock et Microsoft qui vont s'associer pour créer un fonds d'investissement de 30 milliards pour l'IA. Donc, personnellement, moi, c'est une narrative. Enfin, je suis persuadé qu'il y a un avenir dans le monde traditionnel. Quand j'entends traditionnel, j'entends hors crypto, mais aussi dans les cryptos. D'ailleurs, ça me rappelle que je vais sûrement faire une future vidéo qui va porter un peu sur les narratifs crypto, celles en lesquelles je crois, et surtout, le plus important, comment anticiper les potentiels narratifs crypto. Je vais donner quelques petits outils qui pourraient être sympas à utiliser pour anticiper tout ça.
Maintenant, on va passer donc sur le premier article que je voulais vous partager, donc un article Cryptost. Donc, on a notre petit Trump, candidat, aux élections présidentielles des États-Unis, qui, a fini par, nous parler de son projet, crypto, donc World Liberty Financial. Donc, moi je ne saurais trop vous conseiller de rester à l'écart de ce type, de projet, en tout cas pour le moment. À voir un petit peu, comment est-ce que ça va évoluer, mais moi c'est vraiment enfin j'ai vraiment l'impression qu'en fait, Trump il joue vraiment enfin voilà, on sait, hein, c'est un milliardaire, le gars il s'est pas fait tout seul, le gars il a une mentalité de requin, moi j'ai plus l'impression qu'il veut vraiment essayer de grappiller des voix par-ci par-là et bon peut-être, qu'il se sert un petit peu de la crypto, mais est-ce qu'il va y avoir vraiment un intérêt réel, un dynamisme réel, si jamais il est élu? Rien n'est moins sûr. Heu, ce type de projet, c'est comme ses collections de NFT qu'il a sorties. Il a sorti plein de collections de NFT, il a récolté des millions de dollars. Moi personnellement, je vous inviterais de pas trop toucher, surtout bon, on sait déjà que enfin, il y a qu'à regarder le marché NFT, il se porte pas super. Mais là, des projets, relayés par des politiques, je ne saurais que trop vous conseiller de faire un pas en arrière et de regarder. Wait and see comme on dit. Et enfin, donc le dernier article que je voulais vous montrer, article de CoinDesk, que j'ai trouvé très intéressant, qui nous parle un petit peu de la vision d'Arthur Hayes sur la potentielle baisse des taux et sur le rôle des banques centrales. Donc en fait, dans cet article, il nous dit que l'ère des banques centrales est finie et que la baisse des taux, pourrait, gravement impacter les marchés. En fait, pour donner un peu plus, de contexte dans l'article, vous pouvez le lire si vous voulez, je mettrai le lien en description. Concrètement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, hem en fait, vous avez certainement dû en entendre parler déjà durant le mois de d'août, parce que c'est ce qui a causé le crash d'août, hein, ce crash-là justement où le bitcoin a été chercher les 49 000, 48 900. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose sur les marchés traditionnels. Il s'est passé que la Bank of Japan, la BOJ, donc la banque centrale du Japon, a voulu relever ses taux. Il faut savoir que le Japon avait des taux, proches de zéro, voire négatifs, depuis des décennies. Là, ils sont en train de sortir, peu à peu, de leur, inflation négative et les gars, ils ont décidé de relever les taux. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les marchés, ils ont commencé à crasher. Pourquoi les marchés ont commencé à crasher? Parce qu'en fait, ça fait 20 ans, voire plus même, que, les traders, les institutionnels, les gens qui ont de l'argent, qui connaissent bien les marchés financiers, ils font ce qu'on appelle le carry trade. Qu'est-ce que c'est le carry trade? Le carry trade, en fait, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à profiter d'un écart de rendement entre 2 actifs. Je m'explique. Aujourd'hui, moi, je suis trader, j'ai des bonnes connaissances financières, je suis le marché tous les jours, bref. Qu'est-ce que je fais? Je vais au Japon, je dis: «Voilà les gars, moi je vais emprunter du yen, je veux emprunter l'équivalent de 100 000 de yens». Donc je vais emprunter 100 000 de yens, la banque va me les prêter. Étant donné que les taux sont super bas au Japon, on va me dire: «Voilà, bah écoutez, le taux d'intérêt annuel, c'est 0,25 0 voire limite des fois c'était négatif, mais en tout cas un taux proche de zéro. C'est-à-dire que concrètement, le coût de cet emprunt, il est nul, quasi nul. Donc concrètement, ça veut dire que moi sur ces 100 000 euros, à la fin de l'année, je dois je vais devoir payer un coût d'environ, 0,25. Donc moi je prends ces 100 000 dollars de yens, en yens, je les convertis en dollars et je vais les investir, par exemple, sur des obligations américaines qui là actuellement rémunèrent à 5. Et c'est ça le carry trade. C'est en fait profiter des taux d'intérêt bas du Japon et des taux d'intérêt, par exemple, hauts des États-Unis, pour justement emprunter au Japon et placer son argent sur l'économie américaine et en l'occurrence sur les obligations. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire ça sur des obligations. Il y a des institutionnels, ils placent ça, ils investissent dans des sociétés. Bon, ils managent le risque un peu comme ils veulent. Et voilà, tu peux emprunter 100 000 dollars de yens au Japon, acheter des actions Apple avec, qui promettent un dividende de plusieurs pourcents, en tout cas qui sera forcément supérieur à 0,25. On peut le mettre aussi sur des actifs sans risque, comme les obligations américaines, quasi sans risque bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des gens qui s'en sont servis pour investir dans les cryptos. Voilà, moi aujourd'hui, j'emprunte 100 000 de yens, bah, après je prends mes 100 000 je vais les placer, sur une grosse structure, je sais pas comme Binance ou Coinbase, qui, me dit voilà, si vous, stackez vos USDT, donc du dollar, hein, un stablecoin.
si vous stackez vos stablecoins USDT sur notre plateforme, on vous promet un rendement à 5, 6, 7%. Donc là, ça veut dire qu'en fait, j'ai emprunté 100 000 dollars au Japon, je vais les placer, ces 100 000 dollars. Donc, ces 100 000 dollars me coûtent 0,25% et je vais les placer sur un produit qui va me rapporter 5, 6, 7%. Donc en fait, le gain, il est phénoménal. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai de l'argent gratuit que je peux placer et qui me rémunère plus qu'il me coûte. Donc en fait, c'est ce que faisaient les institutionnels. Bien sûr, il y a une part de risque à prendre en compte, et c'est pour ça que cette baisse des taux pose problème aux États-Unis. Justement, en fait, ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, au Japon, c'est que le Japon a voulu augmenter ses taux d'intérêt seulement de 0,25%. Mais ça a suffi au marché, aux institutionnels, de se dire ah, là il y a un problème. En fait, avant, j'empruntais au Japon avec un taux d'intérêt à 0,25 et je plaçais aux États-Unis à 5%. Mais là, vu que le Japon veut augmenter ses taux, c'est-à-dire que mon coût d'emprunt, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, c'est-à-dire que ma marge va être moins importante. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les instituts, ils ont commencé à liquider leur position. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à vendre leurs assets à risque qu'ils avaient achetés, à vendre leurs obligations américaines qu'ils avaient achetées, pour directement rembourser leur emprunt en yens et pour se couvrir de tout risque, tout risque potentiel. Donc là, concrètement, c'est quoi? Si on regarde bien, les taux au Japon, ils étaient à 0%. Aux États-Unis, ils étaient à 5,5. Enfin, ils sont à 5,5. Donc il y avait une marge, grosso modo, on va faire 4 écoles, il y a une marge, il y a un delta de 5,5%. Maintenant, le Japon a voulu augmenter ses taux de 0,25. Rien que ça, le marché, il a vacillé, je crois, le S&P, il a perdu je ne sais plus combien de centaines de milliards dans la journée, et il a fallu appeler la Fed et la Bank of Japan dès le lendemain pour qu'ils rassurent les marchés et qu'ils disent ah finalement les gars on va pas augmenter les taux de 0,25. Donc il suffit qu'on réduise ce delta de 0,25% pour que le marché vacille. Donc là c'est la Bank of Japan qui voulait augmenter ses taux. Là maintenant aujourd'hui qu'est-ce qu'on va nous dire, c'est pas la Bank of Japan qui va augmenter ses taux, c'est la Fed qui va les baisser. Et donc, il va quand même réduire ce delta de marge. Donc, ce que dit Arthur Hayes, c'est qu'on peut s'attendre à ce que justement il y ait la même réaction sur les marchés et qu'il y a un emballement un petit peu et que ça soit un peu la fin en fait de ce carry trade, que les institutionnels ont tant utilisé entre les taux d'intérêt japonais et les taux d'intérêt américains. Donc, il précise bien sûr voilà, que la baisse des taux donc, aggraverait le problème de l'inflation et conduirait à un renforcement du yen japonais, du JPY. Donc pourquoi est-ce que ça augmenterait une hausse du JPY? Tout simplement parce qu'en fait, les institutionnels qui ont profité de ce carry trade vont liquider leurs actifs qu'ils avaient achetés aux US ou ailleurs, et vont les reconvertir en yens pour ensuite rembourser leur emprunt. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont vendre un actif contre du yen, donc le yen va s'apprécier mécaniquement. Voilà, et la deuxième raison est que l'écart des taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon se réduit avec la baisse des taux. Cela pourrait conduire à une forte appréciation du yen et déclencher le dénouement des opérations de portage. Opérations de portage, c'est les carry trade dont je vous parlais justement. Donc je vous invite à lire un peu tout cet article que je trouve très intéressant. Pour lui, l'inflation, elle n'est pas du tout battue, et pour lui, il faudrait garder les taux hauts, mais en fait, le risque de récession, je pense, est trop important aux US, donc ils vont être forcés de le baisser. Moi, personnellement, ça m'a apporté une vision supplémentaire que je n'avais pas, par rapport au carry trade notamment. Donc, je m'attends vraiment, peut-être pas tout de suite à une forte volatilité, mais je sens que cette fin d'année risque d'être vraiment très chahutée. Ça remet peut-être en question un peu mon plan que j'avais. Donc moi, en fait, à la base, mon plan était que voilà, forte volatilité, pourquoi pas une baisse importante du Bitcoin bien plus bas que celle qu'on a connue. Voilà, aller chercher les 42 000, 43 000, voire plus bas, aux 40 000, 39 000, je trouve pas ça déconnant. Bon, ça serait inquiétant, hein, je vous cache pas que on serrait tous les fesses, hein. Mais pour moi, en fait, dans une dynamique où le marché irait vraiment mal, où les actifs à risque, le S&P, le Dow Jones crasheraient, dans l'attente donc de l'argent magique de la Fed, hein, parce que c'est ce qu'on attend tous, hein, et c'est ce qui va se passer, comme toujours. Le marché, dès qu'il va déboîter, Monsieur Powell et l'imprimerie magique va arriver à la rescousse. Ils vont imprimer plein de billets, plein d'équités sur le marché, les riches vont s'en mettre plein les poches, les actifs à risque vont augmenter fortement. Et là, c'est là que nous, on doit sortir notre épingle du jeu et trouver les bons placements pour bien se positionner durant cette période-là. Donc voilà. Donc comme je disais, ça remet un petit peu peut-être en question le scénario que j'avais, qui était voilà vraiment une baisse potentielle, tout en restant dans ce range en fait. Peut-être aller chercher un petit peu plus bas durant cette fin d'année, et puis aux alentours de novembre, mi-novembre, décembre, avoir un retournement qui commence à se construire, puis un rallye progressif qui en fait ne laisse pas d'entrée potentielle aux investisseurs, et en fait le Bitcoin qui part chercher des nouveaux sommets, des nouveaux plus hauts, et qui laisse en fait tous les retardataires derrière.
Mais c'est vrai qu'avec, ce risque potentiel de récession, heu, ce fameux carry trade qui peut chambouler un peu toute l'économie mondiale, on pourrait être face à une baisse qui serait beaucoup plus profonde et donc un retour vers des niveaux de prix, vers un nouveau ATH Bitcoin, beaucoup plus tardif, aux alentours de février, mars, avril de l'année prochaine. Toutefois, voilà, sur ma perspective long terme, pour moi, ça reste inchangé. Pour moi, le Bitcoin va faire un nouvel ATH, c'est sûr et certain. Mes convictions sont fortes et le reste, j'espère que les vôtres aussi. Franchement, c'est pas le moment d'abandonner. Hem, il y a de belles perspectives, il y a de beaux chiffres à faire. Restez consciencieux, restez forts dans vos convictions et normalement, ça devrait bien se passer. Maintenant, il y a aussi une autre façon de voir un peu, cet article et notamment Arthur Hayes, le précise très bien. En fait, oui, on peut se dire que la fin du carry trade, heu, peut vraiment secouer les marchés et peut-être conduire à une baisse, beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante du Bitcoin. Mais autant ça peut être aussi, très avantageux pour les cryptos. Parce que oui, forcément, s'il y a une baisse des taux aux US, tous les institutionnels qui ont emprunté du yen, enfin qui ont emprunté au Japon à des taux, ultra bas et acheté des actions, des obligations américaines à 5,5 et qui vont vendre, eux, ils vont aller chercher de la rentabilité ailleurs. Et vers quoi est-ce qu'ils pourraient se diriger? Ils pourraient se diriger potentiellement vers les cryptos et des projets notamment. Là, Arthur Hayes nous parle par exemple d'Ethena. Ethena, donc, qui a son stablecoin backé par leur algorithme avec de l'Ether et du Bitcoin et qui propose un taux, je crois, vraiment très intéressant de plusieurs dizaines de pourcents. Bah, c'est des solutions que peut-être certains investisseurs, certains traders, peut-être même des banques d'investissement pourraient aller chercher. Donc voilà, emprunter du yen à 0,25, 0,50%, voire même 1%, heu, pour ensuite, le placer, sur le protocole Ethena avec, leur stablecoin USDE et faire du rendement annuel à, 30-35. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs, pourraient faire. Alors après, bien sûr, ça comporte des risques, hein. Ceux qui étaient là se rappellent de l'USDT. Bien sûr, tout rendement, comporte des risques. Il pourrait même y avoir, en fait, des investisseurs qui décident, voilà, d'emprunter, au Japon à des taux, très bas et d'acheter de l'Ether avec et de staker cet Ether qui garantit un rendement, de l'Ether à 4 annualisé et puisqu'on a un Ether qui est quand même, assez bas, assez faible, parier sur un potentiel retournement de l'Ether et donc un potentiel de gain, important. C'est un move peut-être, de dégène, mais chacun a sa stratégie et chacun a ses convictions. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être, le plus pédagogue et le plus explicatif possible. Je me suis sûrement répété pas mal de fois, mais c'est parce que je voulais vraiment bien que vous compreniez. Si jamais vous avez des questions par rapport au carry trade, à la stratégie, si jamais vous avez même, si vous voulez partager votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Ciao.